Bienvenue, mesdames et messieurs, Perfect Actu, l'avant-dernier numéro de la semaine qui va se focaliser essentiellement autour de l'assassinat brutal et tragique du député national Chérubin Okende, élu des Lukunga anciens, ministre des Transports au gouvernement Sama Lukonde, mais aussi porte-parole du parti politique Ensemble pour la République. C'est ce jeudi 13 juillet dans la matinée que la population a découvert son corps sans vie à bord de sa Jeep qui a été abandonnée sur l'avenue Poids-Lourd au quartier Kingabwa à Limete. Jusque-là, on ne sait pas trop sur les circonstances de sa mort. Nous attendons les résultats des enquêtes qui sont diligentées par le gouvernement. Entre-temps, des réactions fusent déjà de partout. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, les États-Unis d'Amérique, Moïse Katumbi, son parti politique même, Ensemble pour la République, ont réagi en rapport avec la disparition brutale des chérubins au Kenya. On va aussi revenir sur le processus électoral. Martin Fayoulou qui maintient sa position. Qu'en est-il encore de ces processus? On va essayer d'en parler au cours de cette émission avec un habitué d'ailleurs de ces plateaux. Il s'appelle Jonathan Mbele, initiateur du parti politique pour l'amour du Congo. Bienvenue, cher Jonathan. Merci, cher Hervé Itoma, pour l'invitation. C'est avec beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse et avec un cœur qui saigne que nous avons aujourd'hui cette lourde responsabilité d'être devant vos micros pour opiner, réagir et éventuellement apporter des analyses sur plusieurs questions d'actualité. Mais bien avant cela, j'aimerais partager ma douleur avec la famille Ensemble pour la République, avec la famille biologique de l'illustre disparu, avec la population ou les populations habitant la Lukunga, avec ces 6 communes, pour cet assassinat inhumain. Ce dossier, on parlerait d'une cruauté sans cœur et sans foi, pour lesquelles a été victime l'honorable Okende, ministre honoraire de son État, porte-parole du parti politique Ensemble pour la République. Je profite également pour encourager tous les combattants et combattantes de la liberté, tous les résistants qui aujourd'hui se voient être dépouillés d'un des hommes forts et utiles pour les combats de la libération du Congo. Je vous encourage. Le combat que nous menons aujourd'hui, il est vrai que beaucoup de risques sont devant nous, mais si nos pères de l'indépendance n'ont pas pris les risques, le Congo ne serait jamais indépendant. Si les martyrs qui sont tombés en 2016 n'avaient pas accepté de tomber, nous n'aurions pas obtenu ces élections-là, bien qu'elles ont été chaotiques en 2018. C'est pourquoi j'encourage tous les partis qui sont dans l'opposition, sauf, je citerai son nom aujourd'hui, le groupe que gère M. Moutamba, sauf eux, parce que je suis de ceux qui pensent qu'ils ne font pas de l'opposition. Je les encourage à persévérer. Je les encourage à ne pas baisser les bras. Parce que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour la postérité du Congo. Et nous avons intérêt à jouer notre partition, comme l'a fait avec abnégation, courage et dextérité l'honorable Okende. Très bien. On va parler bien des chérubins Okende. Kinshasa s'est réveillé dans la tristesse totale. D'abord, depuis hier, dans la nuit, on avait alerté sur l'enlèvement des chérubins Okende. Et tôt ce matin, on a découvert son corps sans vie au niveau de l'avenue Poids-Lourd, à bord de sa Jeep. Il avait un corps ou un visage rempli de sang, on ne pouvait même pas le reconnaître. Et finalement, il a été acheminé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. D'entrée de jeu, vous faites quelle lecture aujourd'hui de la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays? Cher Hervé, j'aimerais commencer par faire la lecture de la personne.
Après, je veux faire la lecture de cet incident qui a coûté la vie à l'honorable. Et puis après, je vais analyser la sécurité au pays. Allez-y. La personne de l'honorable Okende, c'est d'abord un intellectuel assis, bourré de potentialités et de facultés en même de faire avancer n'importe quel secteur où il serait mis en contribution. Certains ont l'habitude de penser que l'on relève le positif de personnes après leur décès. Mais ici, la nation retient du vivant de l'honorable Okende plusieurs prouesses. La dernière en date, comme député, il fut parmi les 3 députés qui ont diligenté la mission du contrôle parlementaire au parc agro-industriel de Boukangalonzo. C'est grâce à les rapports que nous avons su que la gouvernance actuelle a préféré sacrifier la culture de maïs et privilégier les chambres à fumer. C'est grâce à son rapport avec ces groupes canadiens. La probité morale avait encore joué, la volonté de servir la nation avait encore joué, et nous avons vu le travail d'un parlementaire. Et je me rappelle encore, lorsque l'on destituait le bureau Mabunda, je crois que c'est les rapporteurs qui faisaient la restitution de ce qui lui a été reproché. Il a même glissé un mot. Il a dit, parmi les parlementaires qui déposent régulièrement les rapports parlementaires, il y a également l'honorable Okende. Une personne qui comprenait ses attributs comme parlementaire, une personne qui comprenait sa place comme un des membres dans la couche de la population, et un gouvernant capable. Vous allez vous rappeler, lorsqu'il fut nommé ministre du Transport, il était parmi les seuls ministres qui ont initié les visites d'itinérance brusques. Et il a fait dans presque tous les secteurs ou toutes les entreprises dépendant de son secteur. Ça, c'est l'honorable Okende. Contrairement à tous ces déshonorables, principalement ceux de l'Union sacrée, qui pour la plupart n'ont pas de bilan parlementaire à présenter. Je viens maintenant à l'incident. Je crois que je dois le dire. Allez-y. C'est en écoutant plus l'honorable Okende que j'ai décidé moi également de travailler ma diction. C'est en l'écoutant. Une diction quasi parfaite. Une linguistique organisée et coordonnée. Ça, c'est l'homme que la nation a perdu. Les circonstances ayant conduit à son décès, à son assassinat d'ailleurs. L'honorable Okende fut invité pour répondre hier jeudi à la Cour constitutionnelle sur les déclarations de son patrimoine appelé par les magistrats Loumou ou les juges Loumou, s'il faut l'appeler comme ça. Je poserai une question directe au magistrat Loumou. Est-ce qu'il a invité M. Kankonde Gilbert pour déclarer son patrimoine après qu'il ait été ministre? Est-ce qu'il a invité M. Asselo pour déclarer son patrimoine après qu'il ait été ministre? Est-ce qu'il a appelé M. Serge Konde à déclarer son patrimoine après qu'il ait été ministre? Pourquoi des fixations nettes à 2 personnes? L'honorable Okende n'était pas le seul ministre à avoir quitté le gouvernement. Une dizaine sont partis avec lui. Pourquoi l'invitation arrive que pour l'honorable Okende? Pourquoi? Je pense que les jours à venir ou les heures qui suivent, M. Loumou doit nous expliquer ça. Plusieurs ministres ont quitté, mais seul le ministre honoraire du transport est invité. Seul. Parce que nous n'avons pas vu les invitations de 6 autres ou de 10 autres. Pourquoi seulement lui? Parce que depuis un moment, nous relevons la traque aux katoumistes, s'il faut le dire comme ça. Moukiba, il prie sans respecter les textes. Samuel Kasdel a pris sans respecter les textes. Franck Dion prie également. Et là,
Et là, c'est encore un autre intellectuel qui part. Nous avons vu le témoignage, ou même les récits faits par son garde du corps. Ils sont arrivés à 2 sur place. Il envoie le garde du corps déposer le courrier. Il reste comme de coutume actuellement à Kinshasa. 2 hommes en uniforme qui ont humilié tour à tour Matubwana ici. Ont débarqué et l'ont contraint à aller avec eux. Et ce matin, on retrouve un corps sans vie. Est-ce qu'on peut dire que les guet-apens lui étaient tendus là-bas? Ou on peut dire qu'il s'est retrouvé au mauvais moment et au mauvais endroit? Si devant la Cour constitutionnelle, les gens ne peuvent pas être en sécurité, posons-nous la question, où devons-nous être en sécurité? La première instance judiciaire de mon pays, qui est censée être la mieux sécurisée, mais on vient, on enlève quelqu'un devant, et on l'amène. Personne ne sait comment et même identifier ces gens-là. Si les supermarchés mettent des caméras de surveillance devant, est-ce qu'à la Cour constitutionnelle, il y a des caméras de surveillance devant qui pourront bien évidemment nous faciliter la reconnaissance faciale? Est-ce qu'il était le seul ministre qui devait être invité? Je dis non, parce que je vous ai cité le nom de plusieurs ministres qui ont quitté le gouvernement et qui devaient répondre. Parce qu'ils ont été ministres. Ils ont déclaré avant, ils devaient déclarer après. Mais pourquoi seulement un ministre qui vient ensemble pour la République? 2 questions à se poser. 2 questions à se poser. Venons-en sur la question de sécurité. Combien faut-il encore qu'il y ait de morts pour que l'on nous change la gouvernance sécuritaire de la ville? Olivier Punga est parti. La gouvernance sécuritaire demeure. Aucun départ, la gouvernance sécuritaire demeure. Plusieurs Congolais sauvagement abattus sur Kinshasa, la gouvernance sécuritaire demeure. Est-ce que la gouvernance a conscience de l'importance de la vie humaine telle que nous l'avons coché dans notre constitution de la République? Nous avons dit, nous, peuple, que la vie humaine devait être sacrée. Nous ne sommes pas limités là. Nous avons ajouté que l'État a le devoir de la préserver et la protéger. Pourquoi l'État n'a pas préservé la vie d'Olivier Punga, de Chériba Oken et de tous ces Congolais qui tombent? Comment on peut prendre quelqu'un pendant 24 heures et la gouvernance sécuritaire de la ville ne sait même pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. Donc moi je pense que du point de vue sécuritaire, nous sommes à découvert, nous sommes abandonnés. Aujourd'hui, je peux sortir et de là dehors, on me prend et je perds la vie. Parce que celui qui gère la sécurité de la ville ne sait pas me sécuriser. Celui qui gère la sécurité du pays ne sait pas me sécuriser. Et ce sont ces gens comme ça qu'on appelle ministres. Ce sont des gens comme ça qu'on appelle DG. Ce sont des gens comme ça qu'on appelle commissaires. Très bien, on va évoluer. Chérubin Okende est assassiné. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore élucidées. Le gouvernement a réagi ce matin après avoir appris la nouvelle de l'assassinat de Chérubin Okende. Et le gouvernement a promis donc de mener ou de diligenter des enquêtes pour éclairer la lanterne rouge sur ce qui a été l'assassinat de Chérubin Okende. Qui doit mener ces investigations à ce jour? Parce que le président de la République lui-même ne fait plus confiance à notre appareil judiciaire. Qui doit mener ces investigations? Son parti politique exige une enquête indépendante. Alors, comment nous devons procéder à ces jours? Cher Hervé, pensez-vous que moi je veux croire à une prétendue enquête qui doit être diligentée par la gouvernance actuelle? Moi là, je dois croire à ça? Quel est le rapport découlant des enquêtes menées après la disparition de l'avion de la logistique présidentielle?
Là également, un compatriote est mort. L'État a perdu des biens. Les enquêtes en cours comme d'habitude. Comme d'habitude. Dans le Congo central, un camion citerne a causé de morts. Des enquêtes en cours, on attend toujours les rapports. On attend toujours les rapports. L'agression à Kwamouth, des enquêtes en cours, on attend les rapports. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut faire foi aux enquêtes menées par la gouvernance actuelle? Déjà, ces enquêtes-là sont menées sur pied de quoi? Simplement parce qu'ils sont venus, ils ont pris les corps, ils ont pris les véhicules, les enquêtes commencent. Ou c'est parce qu'ils déclarent qu'ils ont la volonté de mener des enquêtes. Notre système de sécurité, elle est fragile. Pour ne pas dire, elle est moins efficace. Nous attendons les rapports de l'avion de la logistique présidentielle. Nous attendons les rapports de l'incident vers le Congo central. Nous attendons les rapports de l'attaque de Kwamouth. Et nous continuons à attendre plusieurs rapports comme ça. Donc, il ne faut rien espérer de ces enquêtes qui seront diligentées par le gouvernement. Moi, je n'espère rien. Moi, je n'espère rien. Ils ont arrêté ces voyous, ces bandits de kidnappeurs. Est-ce que le phénomène a-t-il pris fin à Kinshasa? J'ai dit non. Est-ce que les enquêtes sont toujours en cours? Et pendant que les enquêtes sont en cours, nous continuons à perdre des vies. Peut-être que ce soir, on va encore attendre dans notre cas. Qui sait? Peut-être que demain. Qu'est-ce que l'État pose comme acte pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter la propension de ces phénomènes odieux? L'État est dans son incapacité la plus légendaire. Très bien. Et ce qui arrange l'État, c'est les discours. Moi, je n'y crois pas. Les journalistes pouvaient croire. Et la famille des illustres disparus peuvent croire. Mais moi, je ne crois pas. Parce que j'attends toujours les rapports de la logistique présidentielle. Je ne trouve pas. J'attends toujours les rapports de feu président Yanni. Je ne le vois pas. Très bien. J'attends toujours tous ces rapports qui sont assis. On va évoluer. Venons-en cette fois-ci aux réactions des personnalités politiques et organisations qui condamnent à l'unanimité ce qui est arrivé à Chérubin Okende. Je prends le premier cas, celui de son parti politique Ensemble pour la République. Je vais m'attarder plus à la conclusion de la déclaration de ces partis politiques qui dit, dans ce qui est arrivé à Chérubin Okende, si le gouvernement contrôle la situation générale du pays, c'est bien lui le commanditaire de cet acte. Alors si le gouvernement ne contrôle rien, alors là c'est dangereux parce que tout le monde se trouve en insécurité. Comment vous réagissez face à cette déclaration? Dans des États sérieux, lorsque pareil cas arrive, l'État est tenu pour responsable primaire. Pourquoi? De par les attributs légaux, de par les textes qui régentent la République, l'État a l'obligation de nous sécuriser. Voilà pourquoi nous lui donnons des moyens. Voilà pourquoi il recrute. Mais si l'État ne sait plus nous protéger, si l'État ne sait plus veiller à notre sécurité, ça veut dire qu'en réalité, l'État est défaillant. Voilà pourquoi la conclusion, elle est bonne. Si l'État prétend maîtriser la situation sécuritaire du pays, c'est qu'en réalité, l'État est commanditaire. Mais si l'État ne maîtrise pas, ça veut dire qu'en réalité, nous sommes abandonnés. Et si nous sommes abandonnés, ça veut dire qu'en réalité, nous n'avons ni père ni mère. Et notre père irresponsable qu'il est, il s'appelle l'État. Notre mère irresponsable qu'il est, il s'appelle texte. Parce que notre père a épousé les textes. Et ensemble, ils font corps. Et ensemble, ils nous protègent. Mais si ensemble, ils sont défaillants, chacun va de son côté, ça veut dire qu'en réalité, les enfants sont orphelins, bien que le père est vivant. Voilà pourquoi moi, je pense qu'il est grand temps que la gouvernance actuelle nous débarrasse de la gouvernance sécuritaire de la ville, nous débarrasse de ces ministres de l'Intérieur. Pourquoi je l'ai dit? Vous allez vous rappeler, au bureau de M. Mbosso, il y a plus de 4 interpellations du ministre de l'Intérieur adressées par un seul député. Il s'appelle Ndombasi Ados.
qui a toujours invité les ministres pour s'expliquer sur ces différents phénomènes odieux qui se commettent dans la ville, pour lesquels les Congolais tombent. Mais comme à l'accoutumée, dans la loi de la protection des membres de l'Union sacrée, on ne veut pas faire comparaître les ministres. Et la conséquence, la criminalité fait que monter. Et la conséquence, les gens ne cessent de mourir. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que nous sommes gérés? J'ai dit non. Ceux qui nous gouvernent, soit ils sont simplement pas capables, soit ils sont simplement complices de ces actes. Parce que s'ils n'étaient pas complices, ils auraient dû nous éviter ces genres de scandales. Devant une cour constitutionnelle, on chipe quelqu'un, on va l'ôter la vie. Ça peut s'expliquer comment? D'ailleurs, la Cour va tenir d'ici peu un point de presse pour éclairer l'opinion sur ce qui s'est passé. Et je pense que le juge Lumu nous dira pourquoi il a invité que M. Okende. Je crois qu'il nous dira ça. En dépit de M. Makelele qui était ministre, M. Asselo qui était ministre, comment on l'appelle encore, j'oublie son nom, ils sont nombreux là. Les noms vont venir, attends. M. Konde, Serge Konde, qui était aussi ministre. Pourquoi tous ces gens-là n'ont pas été invités? Très bien. Moïse Katumbi parle d'un assassinat politique et il promet que ces crimes ne resteront jamais impunis. Il a décidé d'interrompre même son séjour à Abidjan, revenir au pays afin d'organiser les obsèques de celui qui portait la voix de son parti. Comme compatriote congolais et comme croyant, je suis convaincu d'une chose, c'est que personne ira payer ses péchés au paradis ou en enfer. Tous nous payerons nos péchés ici. Tous ces pays ici-bas. Nous les payerons ici. Aux auteurs tant intellectuels que matériels de ces actes, soyez rassurés que vous allez payer tôt ou tard. Vous allez payer à coup sûr. Pourquoi? Parce que cette vie-là, elle est innocente. Cette vie-là, elle était inoffensive. Mais parce que vous êtes fort, vous l'avez ôté. Parce que vous avez le moyen, vous l'avez ôté. Et la loi du karma s'appliquera tôt ou tard. Je comprends la douleur, je comprends la tristesse actuelle de M. Katumbi. Perdre un proche collaborateur. C'est un peu comme se débarrasser d'une partie de son corps contre son gré. M. Okende devait... Il était encore capable de servir la nation. Il en avait encore la potentialité. Mais voilà. La loi du banditisme autorisée, grâce à l'incapacité de l'État, va faire ôter la vie à un compatriote congolais. Très bien. Jonathan Gbele, je me rappelle encore, je crois en 2014 ou 2015, Martin Fayulu avait fait l'objet, je crois, d'une interpellation au niveau de la DEMIAP et aussitôt pris, Aubin Minakou, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale, avait réagi pour condamner l'acte et exiger aussi la libération de Martin Fayulu. Mais comment expliquez-vous? On a alerté depuis hier que Chérubin Okende était enlevé, l'Assemblée nationale n'a pipé aucun mot. Et le communiqué de l'Assemblée nationale sort, je crois, plus de 8 heures ou 9 heures après avoir découvert le corps sans vie de Chérubin Okende. Comment vous expliquez le silence de l'Assemblée nationale? Vous savez, je plains ceux qui ont fait le choix de M. Mbosso comme président de l'Assemblée nationale. Je le plains. Il est vrai que Mme Mabunda n'était pas une gestionnaire parfaite. Mais cette dame-là avait les tacts de la gestion. Je vais vous donner des cas beaucoup plus récents. Je ne rentre pas en arrière comme vous l'avez fait. Lorsque l'on interpelle M. Mamba, l'honorable Jean-Jacques Mamba, la première de personnes à réagir, c'était Mme Mabunda. Lorsque l'on interpelle les ministres de la justice, en son temps, le nom c'est M. Tunda. C'est encore la présidente de l'Assemblée nationale qui réagit. Donc non seulement il protège les élus qui sont les fruits de la représentation nationale, mais il protège également les gouvernements qui est issu de la majorité. Mais aujourd'hui, des avis de recherche ont circulé ici contre un député. Avez-vous vu le bureau de l'Assemblée nationale réagir?
aucune fois, on signale la disparition d'un député. D'un député. Aucune fois, on a vu un communiqué. Ça veut dire qu'en réalité, les députés sont abandonnés. Sont abandonnés. Un peu comme nous les vivons aujourd'hui avec les compatriotes congolais qui vivent en Tunisie. Nos jeunes frères sont abandonnés. L'État n'est pas en mesure de réagir sur la situation qu'ils vivent là-bas. Après 8 heures, lorsque les étrangers, les partenaires de l'État réagissent, et vous, une institution, un corps, vous décidez de réagir. Après tous ces gens-là. Donc même ceux qui réagissent sur Twitter ont eu la primaire de réagir que le bureau de l'Assemblée nationale ou les députés. Les étrangers pourtant. J'ai vu l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, réagir à temps. Vous savez, c'est triste. C'est triste. C'est triste. Même la présidence de la République a réagi à temps. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce qu'on peut expliquer ça? Des institutions sœurs prennent au sérieux les questions des vies. Mais l'institution ou les corps où appartenez ces défunts-là, vous les négligez. Vous les négligez. Comme ça. Un communiqué de 2-3 paragraphes. Il ne prendra même pas 5 minutes à M. Mbosso pour le faire. Même pas 5 minutes. Avec tout ce qu'il a comme service. Avec tout ce qu'il a comme moyen de l'État également. Si nous, les paisibles congolais, nous avons des signatures électroniques, le président jamais peut manquer ça. Les services peuvent préparer, on lui envoie même par téléphone, il signe en public. Si pas lui, son rapporteur qui porte la voix du bureau. Si aujourd'hui, j'aimerais le dire à Lingala. Allez-y. Soki lelo, batinda mina biso ba peuple, baza abandonné bongo biso. Ibongo biso. Ibongo biso. Ibongo biso. Nani na kobatela biso lobi. Nani na kobatela biso lobi. Aujourd'hui, ce sont les familles qui envoient des communiqués pour alerter des disparitions. J'ai eu la chance de sillonner quelques pays voisins de la RDC et même de l'Occident. Ailleurs, c'est la police qui alerte sur les disparitions. C'est la police. Les gens vont déposer plainte là-bas ou vont signaler la disparition et la police relaie les messages. Pourquoi? Parce que si c'est la famille qui alerte, il peut s'exposer aux ravisseurs. La preuve, c'est que les communiqués des familles, c'est sûr avec des numéros. Exact. Mais si c'est la police, ce sera un numéro de la police. Donc s'il y aura une négociation, ce sera entre les kidnappeurs ou les ravisseurs et la police. Mais pourquoi chez nous, ce n'est pas le cas? Pourquoi? Parce que simplement, nous ne sommes pas très considérés par nos institutions. Très bien. J'ai plaint ceux qui ont choisi M. Mbosso comme président de l'Assemblée nationale. Je les plains. Je les plains. Aujourd'hui, c'est le tour de M. Okende. Il a joué sa pension, il est parti. Mais demain, qui d'autre ne se verra pas être abandonné? Qui d'autre? Déjà, si on peut facilement écraser un député national comme une mouche, on fera quoi de nous, Congolais lambda? Mais c'est là toute la problématique. Je serais heureux aujourd'hui de lire un communiqué, on dit d'urgence, on a convoqué la session extraordinaire où tous les députés à l'unanimité acceptent de travailler sans argent. Ils sont partis en vacances aux États-Unis, en France. Pour inviter le ministre de l'Intérieur et s'expliquer sur ces cas. Et qu'à la fin, on obtienne sa destitution. Je serais heureux, moi. Et c'est même celui qui parle beaucoup, là, l'autre leader de la Lukunga. C'est le cas, non? Il peut s'en saisir. De qui parlez-vous? Il peut s'en saisir. Eliezer? Il peut s'en Je saisir. l'ai vu à travers une vidéo en train de commenter aussi sur l'affaire. Vous imaginez un peu? Et tous ces élus de Kinshasa ici, ils sont plus de 40. Pas un communiqué de cookies de Kinshasa, pas un communiqué. Un de vôtres est sauvagement abattu comme ça et pas un communiqué. Les élus de Kinshasa. Et ce sont ces gens-là qui vont rentrer. Et la population va leur donner des suffrages. Des gens sans cœur, sans foi. Des gens insouciants. Insouciants. Vous savez, nous avons mal. Et les députés de l'opposition, par contre, ont réagi
après avoir effectué le déplacement de la mort, Ados Ndombasi avait pris la parole pour condamner ce qui est arrivé à Chérubin et il a appelé aussi à des manifestations pour protester contre cela. Mais c'est seulement l'opposition qui doit vivre maintenant. Nous savons qu'en termes de propositions et initiatives, la majorité est incapable. Mais pour mettre une voix en solidarité avec un frère, un compatriote congolais, c'est encore notre problème. Mais s'il fallait appeler à une réunion dans une hôtel de la place, pour recevoir des perdièmes, ils iraient tous là-bas. Ils iront tous là-bas plutôt. Vous comprenez qu'il y a un problème. Bakinois, Tovuta bato bana mite mate. Tovuta bato bana souci à batote. Moto bofanda kinaye. Boyamba ye pe wana na kokus na bino. Akwei. Incapable ya kobengisa réunion ya Lumbango. Incapable. Ya kotiata communiquer. Et bato wana. Ndi boya na maputa te. Ndi boya na ba 10 000 francs. Ndi bo pesa bango su mingongo. Et puis le bon qui kuna susu bazongeli mtema mabe na bango bazongeli kozanga mawa bato. C'est triste. Très bien. Chérubin Okende assassiné dans des conditions déjà brutales et violentes. Et à cela, on a encore ajouté ce que moi j'appelle une bêtise. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Un message vocal qui circule depuis les matins où l'on peut écouter une fille qui s'est fait passer pour l'enfant biologique de Chérubin Okende. Et la fille fait savoir que Chérubin avait des problèmes. Au niveau de son parti politique Ensemble pour la République, il était déjà vomi. Et selon cette dame qui parlait dans cet audio, Ensemble pour la République, derrière ce qui vient d'arriver à Chérubin. La question, elle est simple. Elle est vraiment simple. Comment quelqu'un peut être vomi, mais garder les postes de porte-parole? Comment? On l'explique comment? Comment quelqu'un peut être vomi et garder sa qualité de cofondateur? Comment quelqu'un peut être vomi et être éligible pour être un nouveau candidat? Parce que mes câbles renseignent que l'honorable Okende est encore repris comme candidat à la Lukunga. Dossier même déposé. Caution payée. Comment une personne comme ça peut être vomi? Comment? Comment une personne comme ça peut être vomi? Est-ce qu'on peut nous expliquer ça? Ce sont les erreurs des débutants, des tracts amateurs, s'il faut l'appeler comme ça. Comment on peut être sans cœur à ce point? Vous assassinez déjà quelqu'un et puis vous crachez encore sur sa mémoire. Vous imaginez, dans la famille de l'honorable Okende, un homme, parce que j'ai côtoyé un moment, tellement correct que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne vois pas cet enfant-là. Je ne vois pas ses proches parents qui prendra ce courage-là. Je ne vois pas. D'abord, quel est cet enfant qui peut avoir le courage de prendre son téléphone, enregistrer ses pleurs alors qu'il a perdu son père? Vous imaginez? Alors déjà, on est dans un état de choc. Alors déjà, on est sous émotion. Mais on prend le temps, on prend le téléphone, on enregistre des notes vocales et on partage. Est-ce qu'on est sérieux là? Faites proprement les choses. Et faites-les soigneusement. Faites-les soigneusement. La réalité, c'est que maintenant, là, ils sont face à la réalité. Il a été invité à la Cour constitutionnelle, oui ou non? Oui. L'invitation est là. Il est allé là-bas pour solliciter les réponses, oui ou non? Oui. Son garde du corps témoigne. Parce que c'est lui qui est parti déposer et le l'honorable attendait en bas. On l'a enlevé devant la Cour constitutionnelle, oui ou non? Oui. Parce que le même garde du corps dit qu'il est revenu, il a posé la question à ceux qui étaient aux alentours. On l'a expliqué qu'on vient de l'embarquer. Faites proprement les choses. Tous nous payerons ici. Tous nous payerons ici. Tôt ou tard, nous allons payer ici. Tôt ou tard. Et ce genre de pratique crapulée et odieux, moi, Jonathan, je n'ai jamais rêvé revoir ça encore dans mon pays. Jamais. Je ne pensais plus revoir pareille scène. Où un père sort le matin et il ne revient pas le soir. Son péché, il est politique. Un peu comme chez Béa. Son péché, il est politique. Vous allez vous rappeler les dernières images tristes que nous avons vues de pareilles situations. Ça date. Et 2010, je pense. 2010. Et je crois chez Béa et Daniel Boutet. Ouais. Plus de 10 ans après, on revoit encore pareille scène. Plus de 10 ans passés.
nous avons évolué ou nous avons fait du recul? Est-ce que nous avons évolué? J'ai dit non. J'ai dit non. Qui doit endosser cette responsabilité ailleurs? On verrait déjà à cette heure, peut-être le ministre de l'Intérieur jeter ou rendre le tablier. On verrait déjà peut-être un membre du gouvernement quitter son poste. Mais jusqu'ici, il n'y a pratiquement aucune responsabilité qui est tirée. Est-ce que nous devons toujours continuer à espérer à ces enquêtes dont les résultats n'arrivent pratiquement jamais? Vous savez, sous d'autres cieux à cette terre ici, M. Loumou serait interpellé. M. Kazadi également. M. Kassongo également. Le responsable de la sécurité de la Cour constitutionnelle également. Pourquoi? Parce que chacun est dépositaire d'un rôle. Monsieur le ministre de l'Intérieur devait nous sécuriser. Il ne l'a pas fait, un compatriote est tombé. Monsieur Loumou a invité, voilà pourquoi l'honorable a quitté chez lui pour être là. Les responsables de la sécurité de la Cour constitutionnelle, parce que l'honorable a garé là. Il y a même un témoignage de son garde du corps. Les responsables de la sécurité de la ville, oui. Parce que pendant plus de 9 heures à la recherche, il n'a pas su anticiper avant nous. Pourtant, il a tous les moyens. Il a déjà infiltré partout, partout. J'ai appris même que nous avons des agents d'infiltration dans les procès des kidnappeurs ici. Ah bon? Oui, le magistrat a dit ça. Le progrès Pissofa, il a dit. Nous avons des agents d'infiltration qui infiltrent ces réseaux-là. Mais avec tous ces gens-là, pourquoi on n'a pas su pendant ces 8 heures-là savoir où était l'honorable? Pourquoi on n'a pas su? La responsabilité totale de l'assassinat de l'honorable Okende revient à l'État. Jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est que l'État nous amène ces gens qui ont posé l'acte. Et nous allons questionner ces gens-là pour savoir qui est votre commandité, qui vous a envoyé. Est-ce qu'on peut s'attendre à une session extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale pour essayer d'établir sur l'affaire? Même pas. C'est quand même grave. Même pas. Il s'agit d'un député national. Si déjà, parti avec toutes ses immunités. si déjà, ils n'ont pas porté un communiqué pour dénoncer l'enlèvement, pensez-vous qu'ils vont appeler à une session extraordinaire? Et surtout que ça coûte aussi beaucoup d'argent. Mais c'est que l'on oublie. C'est que les députés peuvent renoncer à ça et venir travailler. Ça, c'est ce que l'on oublie. À l'unanimité, oui, on renonce. On ne prendra pas nos immunités pour la session extraordinaire, mais on vient travailler. Mais ils ne seront pas en mesure de le faire. Pourquoi? Parce que pour eux, il est de l'opposition. Tu vas même voir pendant les obsèques. Ils seront à compter de bout de doigts. Ils seront à compter de bout de doigts. Pourquoi? Parce que la plupart sont des gens sans cœur et des gens sans considération. Très bien. Ils paieront. Tôt ou tard, ils paieront. Très bien. On va parler rapidement du processus électoral. Vous, de la coalition Lamouka, vous qui êtes proche de Martin Fayoulou, vous boycottez les différentes opérations menées par la CENI. Vous avez même décidé de vous retirer de ces processus. Vous estimez qu'il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas d'inclusivité. Vous vous attendez à quoi au juste? Déjà, il faut dire que nous désirons les élections. Nous avons soif des élections. Mais nous voulons de bonnes élections. Je vais permettre aux Congolais de comprendre pourquoi le parti Engagement Citoyen pour le Développement n'a pas déposé les listes de ses candidats. Primo, c'est pour ma première fois. J'ai participé à 3 cycles électoraux. Et ça, c'est la 4e. Je n'ai jamais vu quelque part où l'on a affiché la liste des enrôlés sur Internet. Les listes des enrôlés sont toujours affichées devant le bureau d'enrôlement. C'est de l'innovation. Non, je commence par là. Qu'un compatriote congolais qui a été là en 2006, en 2011, en 2018 me disent que non, en 2011, on avait affiché sur Internet. C'était devant le bureau de vote. Mais pour la première fois, l'amateur décide de nous amener sur Internet. Posez la question à l'amateur. Est-ce à l'Olifa, dans la province de l'Équateur, il y a la connexion Internet là-bas? Et s'il y en a, est-ce que tous les compatriotes congolais qui vivent là-bas ont des Android?
Si tous les compatriotes qui vivent là-bas ont des Android, est-ce que tous savent les manipuler? Est-ce qu'on est sérieux dans ce qu'on fait? Est-ce qu'on est sérieux dans ce qu'on fait? Deuxièmement, ils vous disent que l'audit, nous saurons le faire, c'est illogique. Non, c'est vous qui perdez de logique. Parce qu'en réalité, l'audit extérieur, tel que fait de manière habituelle, a pour objet d'asseoir le climat de confiance entre compétiteurs à cette bataille électorale. Mais déjà, si la table sur laquelle on devait tailler les lits, pour la confiance, on ne veut pas le faire. Pensez-vous que la confiance est là? Troisième élément, nous ne devons pas aller aux élections où les vainqueurs sont déjà connus. Déjà connus. Au coin de mon avenue, j'ai un monsieur qui s'est dit être candidat aussi. Il raconte partout. Il dit dans les quotas de mon parti, moi je suis déjà élu. Mon parti a 34 députés. Et il est reconnu comme ça parce qu'il a l'habitude de donner des pronostics qui arrivent. Et au coin de l'avenir, il dit, papa, on a le barré ratakate. C'est quoi ces élections où les vainqueurs sont connus d'avance? Et pire encore, nous allons aux élections avec notre arbitre qui se veut lui-même être compétiteur. C'est-à-dire? N'avez-vous pas appris que beaucoup de responsables de cette centrale-là ont des partis regroupements politiques? Ce n'est pas la première fois. Voilà. Ce n'est pas la première fois, nous devons continuer dans ça. En 2018, quand on a fait élire sa femme députée provinciale, je pense à Lemba. Elle était candidate dans un autre regroupement. Nanga n'avait jamais de parti ou de regroupement en ce temps-là. Sur le plan Précision. sur le plan de l'éthique, Jonathan, ce n'est non, pas c'est un autre. C'est parmi les actes immoraux. Président de la CENI, vous avez une femme qui je vous dis, c'est parmi les actes immoraux qu'il ne faut jamais accepter et considérer. Et puis encore, est-ce que dans leur charte de bonne conduite, c'est écrit que vos proches parents doivent pas postuler? Lorsque l'on vous dit que cette loi-là était faite à la va-vite, la loi sur la CENI, qu'il fallait l'amender, les gens n'ont pas cru. Mais c'est pour éviter pareille situation. Mais c'est Matembo, en arrivant à la CENI, il avait un parti. Ok? Vous allez me dire que le parti que lui a créé, par ses efforts, en arrivant là-bas, il s'est délié de ces partis-là. C'est tout faux. Voilà pourquoi nous avons dit, cette fois, si ça ne passera pas, nous irons aux élections. Mais nous irons pour des bonnes élections. Pas des élections aux victorieux connus d'avance. Pas des élections aux candidats proclamés d'avance. Vous exigez la restructuration du bureau de la CENI. Denis Kadima, ou disons la plénière de la CENI, estime que c'est une matière qui doit être traitée par la Cour constitutionnelle. Alors pourquoi voulez-vous pousser la CENI à rendre le tablier alors que c'est une matière qui ne dépend pas de ces bureaux? Si seulement il y avait des gens qui tenaient encore à l'honneur attaché à leur nom, cette histoire serait simple. Consciemment, mais c'est Manara sait que le PPR2 ne l'a jamais envoyé là-bas. Simplement par éthique. La culture de l'honneur n'existe pas chez nous. Simplement par éthique et l'honneur. Il peut prendre un papier de 2 lignes. Je décide de démissionner. Que le PPR2 envoie officiellement un candidat. C'est simple comme bonjour. Mais il ne le fera pas. Mais c'est mon tout ou dit tout. Il s'est retrouvé là sans que l'engagement situé pour le développement l'envoie là-bas. Par honneur. Il peut également se soumettre à la même exercice. Mais comment ils ont été recrutés, tous ces gens? Jamais mandatés par leur parti. Mais comment ils se sont retrouvés à la CENI? Nous nous posons une question simple. Et à cette question, personne n'a répondu à ce jour. Qui sont ceux-là qui ont signé le PV tour à tour de Ditoumouni Ziblaise, de M. Manara Didi et de M. Toto Matembo? Qui ont signé ce PV-là? Même la personne qui a porté cette commission en son temps ne sera pas en mesure de vous le dire. Donc des gens qui s'autoproclament, qui du point de vue statutaire n'ont pas le pouvoir d'engager les partis, ou même ces regroupements-là vont comme ça déposer des candidatures et vous entériner. Même celui qui les nomme,
Ils ne tiennent même pas compte de la procédure découlant de leur adhésion ou de leur choix. Nous sommes où? Nous sommes où? Donc nous avons soulevé ces points-là par besoin d'éthique, par besoin d'honorabilité. Ne serait-ce pour le peu d'honneur qu'il est resté encore. Tous nous savons que M. Nanga Junior est un des hauts cadres de l'UDPS en Afrique du Sud. C'est le seul candidat président de la CENI qui a bénéficié du soutien de la première institution du pays. Qui ne le sait pas? Et pourtant, il est censé émaner de la société civile par honneur. Est-ce que Bato Baranatine a le Koumou? Très bien, on va terminer l'émission. Nous sommes à quelques jours de la fermeture des différents bureaux de réception et traitement des candidatures, mais il s'observe pratiquement l'absence de l'engouement dans ces bureaux. Vous êtes retiré déjà du processus électoral, le FCC également, mais tous ces partis, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, personne ne s'empresse pour aller déposer la liste de ces candidats. Pourquoi vous parlez des retirés? Jamais le président Martin n'a parlé des retirés. Non, mais il ne va pas aligner ses candidats. Nous avons suspendu le dépôt de nos candidatures. Mais le 15 juillet, la CENI va fermer ses bureaux et il n'y aura pas de prolongation selon son tout dernier communiqué. Aucune prolongation ne sera accordée. Ça, c'est leur problème. Mais nous avons dit, le processus nous intéresse. La preuve, c'est que ma famille politique, la MOUCA, a envoyé les gens à l'enrôlement. Mais que moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Vous comprenez qu'en réalité, nous voulons 2 élections, mais de bonnes élections. Parlons de l'engouement. Aujourd'hui, c'est connu, et ce n'est pas un secret pour quelqu'un, que la CENI n'a pas de moyens. Depuis plusieurs mois, il n'a pas reçu de fonds. Le gouvernement avait décaissé la semaine dernière plus de 300 millions en faveur de la CENI. Vous parlez de ce qui s'est raconté sur les réseaux sociaux ou de ce que la CENI a empoché. Ça a été communiqué par la CENI. Non, non. La CENI elle-même a communiqué. Moi, j'ai jamais lu ça. Chaque jour, moi, je l'ai lu. Et que les compatriotes congolais qui nous suivent puissent lire également. Parce que moi, j'ai décidé finalement de m'abonner, même d'aller à la page Facebook, pour voir tout ce qui se passe là-bas. Jusqu'avant de monter à l'émission, j'ai parcouru toutes les informations récentes, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. La dernière vidéo qui reste là, c'est les communiqués. C'est les communiqués. Avec le point jusqu'à dire qu'il n'y aura pas de prolongation comme dernier point, et puis Madame C a signé. Je n'ai pas vu ça. Et je sais que les institutions de Bretton Woods vont nous donner de l'argent. Mais je pose la question, si cet argent-là va être défalqué pour la CENI, qu'adviendra-t-il pour les fonctionnaires? Pour la question sécuritaire, moi je pense que l'absence d'engouement dans ces bureaux de vote ou dans ces bureaux de traitement de candidature, elle est due à ces actes beaucoup plus pas corrects orchestrés par la centrale. Du côté du pouvoir, tous les partis à l'unanimité sont d'accord avec ce que fait la CENI. Comment expliquez-vous que même ces partis au pouvoir ne puissent pas s'empresser à déposer leur candidature? Est-ce qu'ils ont été déjà... Au Grand Équateur, d'ailleurs, chez vous, tous les bureaux n'ont reçu aucune candidature. Est-ce qu'ils ont été déjà en désaccord avec la CENI sur un point? Tous les partis de l'Union sacrée, est-ce qu'il y a un parti qui a déjà été en désaccord avec eux sur un point? Nous avons dit qu'ils ont enrôlé les mineurs. Quel est ce parti de l'Union sacrée qui vous a dit qu'ils n'ont pas enrôlé les mineurs ou qui ont condamné avec nous l'enrôlement des mineurs? Mais il y a un communiqué qui est sorti où madame dit qu'on a élagué les mineurs. Donc, ils font de la baïonnette intelligente. Ils acceptent tout, ils engobent tout, ils encaissent tout. Et la réalité, c'est qu'ils sont partants pour tout. Très bien. Mais nous disons, avec le peu de ressources intellectuelles que nous avons, nous critiquons avec des propositions et des contre-propositions. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que ils savent où ils veulent nous amener. Et nous savons où ils vont arriver. Malheureusement, leur limite est connue. Et le peuple est déjà en train de télécharger l'article 74. 64. 74. Jonathan. Oui. Je préfère dire 64 pour vous faire plaisir. Très bien, on va terminer l'émission. On va voir rapidement commenter aussi ce qui se passe au niveau social avec les taux du dollar, les taux d'échange qui ne fait que prendre de l'ascenseur. On est à près de 26 aujourd'hui. Vital Kamerhe s'est expliqué. Il estime qu'il est le tout premier ministre de l'économie à subir cet acharnement
de 2006 à 2011, on a connu, comment on appelle ça encore, une baisse ou une augmentation de plus de 80%. 2011 à 2018, même, mais actuellement, on n'est qu'à 47%. Vous pensez que la situation est plus dramatique? Monsieur Kamere devait être sportif. Acceptez qu'il a échoué. À 3 mois seulement. Monsieur Sarkozy nous a dit, la compétence n'a pas besoin d'heures pour s'exprimer. En quelques secondes, on peut savoir. Non, en quelques secondes, on peut savoir que ce monsieur est compétent. Même par une signature. Monsieur Kamere nous a prouvé qu'il n'est pas en mesure de stabiliser la situation macroéconomique du pays. Les efforts sont fournis. Lesquels? Est-ce qu'il y a des réformes structurelles et organisées mises en place pour stabiliser la situation? J'ai dit non. Et pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'il n'est pas en mesure de mettre en place des réformes. C'est pour ça chaque vendredi qu'il nous a fait lecture du compte rendu du Conseil des ministres. Combien de fois dans ces comptes rendus, vous avez entendu que le ministre de l'économie a opiné sur la question macroéconomique? Combien de fois? Que ces communicateurs passent nous les dire ici. Que non, sur 10 réunions auxquelles M. Kamere a pris part, il a réagi dans 3 réunions. Il a réagi dans 4 réunions. Nous sommes heureux d'écouter ça. Et quelles ont été les orientations de ces dires et observations? Pire encore, les réunions de conjoncture instaurées à son temps par le premier Matata Pognon. Ça se tient encore aujourd'hui. Mais combien de fois? Tous les mercredis. Pour quel résultat? Vous comprenez qu'il y a toujours un souci. Et pourtant, ces réunions-là ont été instaurées en son temps pour tabler de manière urgente sur des questions. Mais ces réunions se tiennent jusqu'à ce jour. Mais pour quel résultat? Une réunion des conjonctures économiques. Mais pour quel résultat? Autour du Premier ministre. Pour quel résultat? C'est ça le problème. Ils se réunissent, oui. Mais après, le dollar descend? Non. Est-ce que le dollar baisse? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de francs qu'on laisse sur le marché pour avoir la dépréciation du dollar? Non. Vous ne produisez pas. Voilà. Et c'est parce qu'on ne produit pas que l'on n'est pas en mesure de stabiliser la situation macroéconomique. Ça, c'est quelle notion économique enseignée par quel prof? On a terminé l'émission. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ça ma recommandation, j'aimerais qu'un jour, que ce soit à la maison ou au bureau, que je vois une vidéo où M. Lukonde a pris ses bagages, il va à la présidence pour une séance de travail. Et à la sortie, il vous dit, voilà, je suis venu rencontrer monsieur le citoyen dirigeant et avec qui on a échangé sur tel point concernant la vie de la société et on a levé telle mesure. C'est lui le Premier ministre. Patron du gouvernement. Il a endossé la vision du président de la République. Patron du gouvernement. Patron des solutions idoines. Patron du gouvernement qui fait partie de l'exécutif qui est bicéphale, avec 2 têtes. Avec un chef d'État. La preuve, c'est que c'est lui qui préside le Conseil des ministres, qui est un organe décisionnel du gouvernement de la République. Donc, ils ont intérêt à collaborer ensemble pour avoir l'évolution ou le développement du pays. S'ils ne le font pas, ça veut dire qu'en réalité, ils veulent le maintenir dans cette situation. Jonathan Ngbele, grand merci pour votre disponibilité. Avec larmes aux yeux, j'ai été obligé d'être là. En dépit de cette situation beaucoup plus surprenante à laquelle nous sommes réveillés les matins. Une fois de plus, j'encourage ceux qui mènent le combat de l'opposition et de la résistance. Ce sont des pratiques intimidatrices pour nous obliger à nous taire et à nous résilier au silence. Très bien. Mais nous disons que nous n'allons pas nous laisser faire. Fin de cette émission, j'avais reçu pour vous Jonathan Ngbele. Il est initiateur du parti politique Pour l'amour du Congo. Il est de la coalition Lamouka. Avec lui, nous avons passé en revue les différents sujets d'actualité. On se retrouve demain vendredi pour le tout dernier numéro de la semaine. Bonne évasion sur nos antennes. Au revoir.